Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. Il est avec nous depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Merci. À la mi-octobre, vous avez annoncé avoir renouvelé une enquête au Congo sur des allégations de crimes commis dans le Nord Kivu depuis le début 2022. Depuis cette annonce, les combats font rage entre, d'une part, le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part, l'armée congolaise et ses alliés, pas seulement dans le Nord Kivu, mais également maintenant dans le Sud Kivu. Vous avez rencontré à Kinshasa le président Tshisekedi, des familles des victimes. Quel est votre message pour eux, pour arrêter le combat et faire en sorte qu'il y ait justice? Le message, c'est précisément celui-là, que la loi doit être suivie. Les civils ne peuvent pas être touchés. Ces allégations de crimes à l'est de la RDC, dans le Nord Kivu, sont des plus graves. Certains organes des Nations Unies ont marqué leur préoccupation. Les conseils de sécurité des Nations Unies s'y intéressent. Et cela montre une chose, qu'aucun parti, aucun belligérant, le M23, ses alliés, les troupes gouvernementales, leurs alliés, tout le monde doit respecter les principes les plus basiques du droit international humanitaire. Nous avons une juridiction. La RDC a fait un deuxième renvoi. Il y a depuis des décennies de la violence dans ce pays et nous essayons de lancer une nouvelle approche pour nous attaquer d'un point de vue holistique à ce fossé d'impunité en RDC. D'après la première ministre de RDC, elle a déclaré au Conseil des droits de l'homme à Genève cette semaine qu'environ 7000 personnes sont mortes depuis janvier. Vous avez affirmé vous-même dans un communiqué que des milliers de personnes avaient été tuées. Est-ce que son estimation est juste? Est-ce que des milliers de personnes ont été tuées? C'est terrible, de telles accusations. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour confirmer ces chiffres. Mais une chose est sûre, c'est que des crimes de cette ampleur semblent avoir été commis en RDC. Nous menons une enquête. Depuis octobre, nous avons dépêché une équipe. Et je me répète, mais ce n'est pas que le M23. Il y a des accusations de crimes contre l'ADF, d'autres, les FDA. Il s'agit de ne pas répéter les erreurs du passé. Depuis 2004, mon bureau a eu des enquêtes similaires en provenance de la RDC. Il y a eu des condamnations et le cycle de violence ne s'est pas arrêté. J'ai rappelé au président Tshisekedi en 2023, quand j'ai signé un mémorandum d'entente, c'était que nous ne pouvons pas continuer à répéter nos actions et attendre un résultat différent. Le mois prochain, la RDC sera l'hôte d'une conférence internationale visant à créer une cour spéciale pour la RDC. Nous soutiendrons cette initiative et dans le même temps, essaierons de faire davantage pour la situation en tant que cour de dernier ressort. Mais il s'agit avant tout de désenvenimer la situation en coupant l'herbe sous le pied aux seigneurs de guerre qui terrorisent des milliers de civils partout dans le pays. Il faut nous garantir qu'ils soient redevables de leurs actions. Et ce, depuis le jour où Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, a été tué au-dessus de la RDC. Il faut mener une nouvelle approche. Vous avez parlé des seigneurs de guerre, des groupes rebelles, mais vous n'avez pas parlé du Rwanda, le pays voisin qui a été accusé dans des rapports de l'ONU par les pays occidentaux de pas seulement soutenir le M23, mais d'avoir des milliers de soldats sur le sol congolais. On sait que le Rwanda ne fait pas partie du statut de Rome. Est-ce que vous avez échangé avec lui? Est-ce que vous avez demandé à aller le voir à Kigali pour le confronter à ses preuves?
Je ne vais pas vous révéler le contenu de mes échanges avec les différents chefs d'État et de gouvernement. Une chose est claire, nous avons un mandat pour tout crime commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces crimes, qu'ils aient été commis par des agences étatiques ou non. S'il y a des crimes qui ont été commis sur le territoire de la RDC, nous nous y intéresserons avec mon bureau et la Cour pénale internationale. Ce qui nous différencie d'autres ONG, c'est que nous nous fondons sur des preuves scientifiques. Nous menons dans toutes les situations des analyses scientifiques où nous recensons des preuves et si ces preuves montrent que des individus ont commis des crimes, nous agirons. Si les preuves ne sont pas disponibles, nous n'agirons pas, mais nous agissons avec efficacité. Nous essayons de nouer des nouveaux partenariats avec les ONG, les sociétés civiles, et j'ai été clair avec eux, il faut travailler de concert avec tous les États, avec les partis étatiques, non étatiques, les ONG, pour éradiquer la criminalité qui sévit en RDC depuis trop longtemps. Alors vous dites qu'il faut collecter des preuves de manière scientifique, mais vous parlez depuis Kinshasa, plus de 2500 km de distance de Goma, la capitale du Nord Kivu, de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Vous n'êtes pas en capacité de travailler là-bas. Comment est-ce que vous pouvez accéder aux preuves? Est-ce que vous allez demander à pouvoir y aller là-bas? Je m'y suis rendu moi-même, et ce, avant les derniers événements sanglants. Ces dernières semaines, j'y étais il y a quelques années avec des ministres. Mon équipe s'y est rendue aussi depuis octobre. C'est un grand défi, mais nous avons réussi à travailler malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, ceux ici comme d'autres parts dans le monde. Nous essayons de mener différentes techniques d'enquête pour garantir que les coupables soient redevables de leurs actions, ce que nous essayons de faire ici. Donc, vous savez, il faut une paix ou un cessez-le-feu, et nous nous y attelons de notre mieux. Votre intention en venant à Kinshasa est parler, n'est-ce pas aussi envoyer un avertissement aux rebelles, aux chefs de guerre, d'arrêter les combats maintenant, parce que rendre la justice après les combats, c'est une chose, mais là on est en plein milieu des combats. Vous avez tout à fait raison. J'ai fait une déclaration il y a 2 semaines, je demandais des déclarations. Nous avons ce mécanisme, le lien OTP, et tous les États, les ONG, les victimes ont accès à ce lien. Partout où que vous soyez dans le monde, vous y avez accès et vous pouvez nous donner des informations directement. J'ai aussi rappelé ma grande préoccupation vis-à-vis de ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous analysons également. Une chose est claire, tous les parties prenantes du conflit ont une obligation, celle de respecter la loi. C'est ce que nous essayons de faire également, appliquer la loi de façon régulière dans toutes les situations, et ce partout dans le monde. Alors, absolument, ces crimes ne doivent pas rester sous les radars. Il faut rappeler qu'il y a des règles et que même en situation de conflit, les individus doivent s'en tenir à la loi. Car il faut trouver une manière d'appliquer cette loi et c'est la tâche de la CPI. Il faut davantage de ressources, mais c'est la responsabilité aussi des États d'appliquer ce qu'ils prônent, ces règles. Car en ce moment, avec notre système international fondé sur des règles, l'architecture internationale de sécurité, il faut en faire davantage pour garantir que la loi est considérée partout dans le monde comme quelque chose qui touche directement la population, et notamment les populations qui sont sous attaque, qui sont attaquées. Il ne faut pas tolérer les situations de Far West, comme nous voyons à certains endroits dans le monde. Il faut être déterminé et dire, nous sommes en 2025, nous allons trouver une façon d'insuffler une nouvelle vie à ces institutions, à la loi, à sa pertinence pour les individus. Si nous pensons que la loi c'est juste pour les juristes, alors nous avons perdu.
C'est un droit de naissance pour tout individu de cette terre. Et si nous appliquons ces principes, nous appliquerons la loi plus efficacement que si nous pensons que c'est un principe abstrait. Tout le monde est concerné, autant à Paris qu'à Kinshasa. Très rapidement, l'administration Trump a pris des sanctions contre vous en raison des mandats d'arrêt émis par la Cour contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense. N'est-ce pas une sentence de mort pour votre Cour? D'autres pays pourront dire c'est une instance politique, elle est partiale, ne lui obéissons pas. Alors oui, le président Poutine a issu un mandat d'arrêt contre moi et le président Trump a ordonné des sanctions personnellement contre moi. Je suis la seule personne touchée par cela. En revanche, 125 pays, y compris la France et tant d'autres pays dans tout le reste du monde, ont signé nos statuts et notre objectif, c'est de protéger ce noyau dur de droit. Les États, en revanche, décident eux-mêmes. C'est ce que nous essayons de faire, notre travail. Nous multiplions les efforts pour appliquer la loi, malgré le climat hostile auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.